C'est tout. 17.11.2025. Nous sommes au 4e. C'est le 267e jour de la guerre en Ukraine. Bienvenue pour le rapport de situation quotidien. Aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux spectateurs qui sont pour la première fois sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, la communauté ici est l'une des plus formidables de tout YouTube. Je vous soutiens entièrement. Tout le monde est poli et correct, ce que l'on voit aussi régulièrement dans la section des commentaires. Petite précision à l'avance, il n'y a pas eu de gain de terrain aujourd'hui, peu importe de quel côté. Dans les zones grises, les combats restent intenses, mais sans entraîner de changement clair de la situation. En revanche, il y a beaucoup d'autres informations intéressantes. Jetons donc un œil à Pokrovsk. Comme dit, peu de changements ici. Menorhat, vous connaissez la situation d'hier. Ici, les combats restent intenses, tout comme à Pokrovsk, même si cela pourrait se déplacer un peu plus au nord. Dans cette zone, tandis que la partie en bas est presque entièrement contrôlée par les Russes. Je ne l'ai pas encore modifié sur la carte, car il me manque encore beaucoup de géolocalisation pour le prouver clairement. Les Ukrainiens engagent actuellement des unités très réputées et compétentes sur le front Est. De la région autour de Soumy, la 225e a notamment été retirée. Régiment d'infanterie d'assaut redéployé près de Pokrovsk-Dobropilia, donc un peu plus au nord. Vous connaissez cette unité. Avant l'invasion ukrainienne de Koursk, ils étaient encore une unité assez peu connue. À l'époque, c'était encore un bataillon qui n'avait pas grand-chose à montrer. Leur heure de gloire est arrivée lorsqu'ils ont franchi la frontière dans la région russe de Koursk, où ils ont pu accomplir des exploits remarquables, que ce soit en attaque ou en défense. Peu de temps après, l'état-major général s'en est également rendu compte et a autorisé le commandement du bataillon à former un régiment et à recevoir d'autres renforts. Aucun avis négatif sur les hommes et femmes du régiment jusque-là, contrairement à d'autres concernant leur performance et leur morale. Je connais même un soldat de ce régiment, c'est de lui que j'ai reçu à l'époque le premier drapeau ukrainien d'une unité qui servait au front. Mais cela ne concerne pas que le 1er, le 17e et le 20e. Le corps est prêt dans la même zone d'opération. Entre autres, il y a aussi la 92e et la 93e brigade. Pour la 93e, c'est similaire à la 225e. Le régiment, mais ils sont maintenant tellement grands qu'ils pourraient en fait être une division. Ils comptent aussi parmi les meilleures unités des forces armées ukrainiennes. D'ailleurs, ils sont aussi partiellement déployés dans la ville voisine de Kostiantynivka, qui se trouve un peu plus au nord-est d'ici. Et de la base, ils nous montrent aussi quelques images des tentatives de libération russe du soi-disant peuple frère. La liste continue. On constate que de nombreuses unités importantes et compétentes ont été déplacées. Mais pourquoi ? Pour par exemple maintenir le contrôle à Pokrovsk, repousser les Russes ou libérer à nouveau la ville. Je pense qu'aucune de ces questions ne peut être répondue par l'affirmative. Il semble plutôt qu'on les utilise pour sécuriser l'ensemble du front ici à l'est et dans la région de Dnipro. Mais elle... La ville voisine de Kostiantynivka, Est-Est. On le voit aussi dans des déclarations comme celle-ci de Styugarov, le premier président du Parti communiste russe, qui se décrit comme une personne pacifique. Et maintenant, après la déclaration de Boris Pistorius concernant une possible attaque de la Russie contre l'OTAN en 2029, il a dit qu'il ne fallait pas prendre cela au sérieux, car les Russes et l'Union soviétique ont déjà conquis Berlin 3 fois et, si nécessaire, ils le feront une 4e fois. Et cela vient d'un homme d'un pays qui, depuis 1363 jours, parvient à peine à conquérir, après de longues semaines et de lourdes pertes, quelques villages inconnus en Ukraine. Mais malgré tout, sur le papier, les Russes avancent. C'est pourquoi la devise reste la même. Si les Ukrainiens ont tiré des leçons de cette situation et peuvent désormais renforcer les lignes au point qu'une attaque russe ne puisse pas être immédiatement poursuivie, c'est déjà un point positif à reconnaître. Il y a quelque temps, il y a eu aussi une campagne de financement participatif tchèque visant à acheter des missiles de croisière Flamingo pour l'armée ukrainienne.
avec un prix d'environ un demi-million de dollars. Et s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur du montant. Par missile de croisière, ils ont pu en financer 2. Elles sont actuellement en train d'être repeintes pour ressembler aux flamants roses d'origine, mais avec quelques peintures spéciales supplémentaires. On va voir comment elles s'en sortent. Jusqu'à présent, la défense aérienne russe fait effectivement du bon travail et nous avons déjà au moins 3 destructions de flamants roses ou des débris filmés par caméra. Actuellement, ils volent trop lentement, trop haut ou restent des cibles faciles. Mais comme tout le reste, il y a constamment des évolutions ici comme de l'autre côté. La Russie emploie pour la première fois près du front le Shahed modèle 101 dans la guerre en Ukraine. Dotée d'une ogive de 8 à 9 kg, elle atteint plusieurs centaines de kilomètres et utilise une antenne à réception contrôlée de phase à 4 éléments pour la communication et la navigation satellite, ainsi qu'une matrice d'antenne qui neutralise beaucoup mieux les tentatives de brouillage système de positionnement global que les précédentes variantes de Shahed. Ce lot a été fabriqué en 2024 en Iran. Des indices suggèrent que la Russie prépare désormais la production locale ou l'assemblage final. Militairement, cela implique des frappes ciblées près du front, sur l'artillerie, les radars et les dépôts de munitions. Par mauvais temps et sous une forte pression de contre-mesures électroniques, qui sont un peu meilleures que le matériel standard, cela pourrait à nouveau poser problème aux Russes. Néanmoins, le drone compense certainement cela par sa petite taille, car un Shahed 136 avec sa grande surface et sa faible vitesse est plus facile à détecter et à abattre que le 100 nain. La Espoda utilise aussi ce drone. La France et l'Ukraine ont signé une nouvelle déclaration qui ouvrira la voie à l'achat d'environ 100 avions de chasse Rafale par l'Ukraine. Le document n'est pas un contrat de livraison immédiate, mais fixe les conditions cadres comme le financement, l'échelonnement de l'acquisition, la formation des pilotes et du personnel au sol, ainsi que la coopération industrielle. Par exemple, ce sont des pièces de rechange. Le Rafale offre des capacités multirôles, supériorité aérienne, frappe de précision, suppression des défenses aériennes ennemies, brouillage et destruction des défenses aériennes et reconnaissance. Il offre aussi une grande survie et de nombreuses munitions. Stratégiquement, cela accélérerait la création d'une force aérienne ukrainienne moderne sur 10 à 15 ans en parallèle avec les 150 Saab Gripen, et cela réduirait la dépendance aux anciens modèles soviétiques comme les vieux Mikoyan Gourevitch et Sukhoi, un avion un peu plus ancien, déjà livré par la France, à savoir le Mirage 2000, est déjà en service actuellement. Et comme on peut le voir, il est utilisé pour intercepter et détruire des missiles de croisière russes au-dessus de l'Ukraine. Mais restons un instant sur l'armée de l'air. Juste pour en parler brièvement, nous allons maintenant passer à l'armée de l'air russe, car sur la base aérienne russe Engels 2. De nouvelles images satellites montrent une concentration inhabituelle de plus de 130 camions non identifiés directement sur les aires de stationnement. S'ajoute un avion de transport Antonov 12. Aucune explication officielle, mais il est probable qu'il assure la logistique pour la bombe Tu-95MS fournissant munitions et équipements, ce qui suggère des attaques à longue portée imminentes ou fréquentes. Ce constat reflète l'agrandissement en cours de la base depuis mars, avec la préparation de nouveaux parkings et abris pour avions et bombardiers. Cela plaide en faveur d'une plus grande dispersion et d'un renforcement afin de répartir les risques. Un tel pic logistique près des bombardiers suggère des exercices de ravitaillement, d'armement ou de transport de pièces de rechange. Un transport de construction et des exercices sont aussi possibles, confirmés. Si cela reste flou, des signes comme le chargement des Tu-95MS plus de décollage nocturne, des images thermiques anormales dans les dépôts de munitions ou des vols Ilyushin 76 supplémentaires apporteraient encore à des éclaircissements. Engels 2 demeure un signal fort que la Russie prépare et renforce ses frappes aériennes avec sa flotte de bombardiers stratégiques. Le pétrole Oural russe s'est effondré. Selon Argus, via la source Bloomberg, les dernières cargaisons qui ont quitté Novorossiysk ont été vendues à 36,6%, le niveau le plus bas depuis mars 2023. Il y a également eu des baisses de prix similaires dans les ports de la mer Baltique. Malgré un petit rebond, le 14, en novembre, l'Oural se situe en moyenne environ 23,5$ en dessous du Brent. Les raisons en sont les nouvelles sanctions américaines contre les producteurs russes, qui augmentent le risque et réduisent également le nombre d'acheteurs. Les coûts de transport et d'assurance de la flotte fantôme augmentent. Les achats indiens baissent et les pannes répétées de raffineries causées par des attaques de drones perturbent la logistique. Au final, les revenus de Moscou par baril diminuent.
tandis que les dépenses de corps de guerre restent élevées. Cela accentue la pression budgétaire et impose des coupes, un endettement intérieur accru ou des sanctions plus coûteuses. Et un remerciement tout particulier va, comme toujours, aux membres de la chaîne ALGO Crew, et surtout au lieutenant-colonel Renek. Et comme toujours, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à bientôt pour le prochain rapport de situation.